entendre mes chers collègues, Madame Carole Robert, présidente de l'association Fibromyalgie France, à qui je souhaite la bienvenue. Je vous rappelle que nous avons décidé de rendre publiques nos auditions et que par conséquent, celles-ci sont ouvertes à la presse et rediffusées en direct sur un canal de télévision interne, puis consultables en vidéo sur le site internet de l'Assemblée nationale. Je vais passer la parole à Madame Carole Robert pour une intervention liminaire d'une durée maximale de 10 minutes qui précédera notre échange sous forme de questions-réponses. Je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, madame, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Pour l'organisation de nos débats, monsieur le rapporteur va être obligé de s'absenter dans quelques minutes, mais pour pas très longtemps, parce qu'il doit aussi parler dans l'hémicycle. Donc, après il n'entendra peut-être pas toute votre audition, mais nous avons préparé une série de questions, et puis nos collègues aussi posent des questions. Nous vous écoutons, madame. Permettez-moi de me présenter. J'ai 65 ans et souffre de douleurs et fatigue chroniques depuis l'adolescence, diagnostiquée en 1998 après des décennies d'errance diagnostique, engagée depuis dans ce combat associatif. De plus, souffrant d'autres pathologies, entraînant des troubles cognitifs, je vous remercie de comprendre cette lecture textuelle. Fibromyalgie France est une association loi 1901 créée en 2001, agréée au niveau national par le ministère de la Santé depuis 2007. C'est à partir de son expérience de 15 ans et des actions menées à terme pendant toutes ces années dans une démarche non partisane afin de préserver neutralité et indépendance, que ce soit avec les autorités de santé ou le corps médical, que présidente de ces structures, j'interviens au nom de notre équipe de bénévoles et que je répondrai aux questions de la commission. En 1998, lors de notre premier investissement initialement au niveau régional, le diagnostic de fibromyalgie représentait un coût près. Voilà, vous avez une fibromyalgie, nous ne savons pas ce que c'est, nous n'avons pas de traitement et nous ne savons pas quoi faire pour vous. Essayez d'être bien entouré, vous en aurez besoin. Le déni de nos troubles était médical, social, politique. 18 ans après cette période, nous constatons au niveau global, donc en tant qu'association, un changement certain, même s'il est peu perceptible pour les malades, et souvent parce que l'information ne leur parvient pas, faute de moyens adéquats, notamment financiers, permettant une diffusion grand public et en direction des différents acteurs à partir d'informations justes, basées sur des sources scientifiques fiables et dans une démarche d'action constructive. D'ailleurs, tout au long de mon intervention, je m'efforcerai de transmettre autant de justesse que possible dans mes propos pour une compréhension de la situation des fibromyalgiques qui, si elle est complexe, n'est pas toujours ou systématiquement liée à l'absence d'écoute, d'adaptation des soins ou encore à la volonté de ne pas aider ces malades que l'on dit si particuliers. C'est alors que si nous souhaitions que l'expertise de l'INSERM que nous avions demandée depuis une dizaine d'années soit publiée avant toute autre initiative publique afin de disposer de recommandations, nous pensons néanmoins qu'une telle enquête parlementaire permettra in fine de clarifier ce qu'est la réelle situation en France du vivre avec une fibromyalgie. Classifiée en rhumatologie, elle concerne 90% de femmes pour 10% d'hommes. Concernant les hommes, on peut penser que le pourcentage est quelque peu sous-estimé pour des raisons socio-culturelles. Les médecins pensent qu'il s'agit d'une pathologie féminine, l'homme en parle tardivement, etc. Quant à la fibromyalgie chez l'enfant, elle serait estimée à 6% de la population des moins de 15 ans, pourcentage probablement également sous-estimé car leur recensement est compliqué. Ceci mérite débat et les conclusions de l'expertise de l'INSERM pourront sans aucun doute apporter un éclairage scientifique. Maladie de la douleur chronique, la fibromyalgie envahit le corps et l'esprit et isole. C'est une prison sans mur, dont on ne peut pas s'échapper. Elle isole, et il est difficile de l'extérieur de s'imaginer ce que cela représente. Autant dans l'imaginaire des personnes, il est assez aisé de comprendre la souffrance d'un migraineux ou d'un lombalgique, mais se mettre à la place d'un malade qui a des douleurs dans tout le corps, qui se déplace dans l'espace et dans le temps, et qui plus échange d'intensité, est inimaginable, surtout s'il paraît avoir bonne mine. Cela semble impossible, exagéré, voire inventé. D'ailleurs, pourquoi subirions-nous ces douleurs pendant des décennies, sachant que nous n'en retirerons
aucun avantage social, et que cet état douloureux chronique nous enferme dans un évitement de tout, activité physique ou intellectuelle, faite, activité sociale voire familiale, car générateur de bruit, de stress, de fatigue. Certes, nous ne mourrons pas, mais nous ne vivons pas non plus. Longtemps, nous avons été sans aucun doute les parents pauvres de la médecine et nos espoirs ont commencé à se concrétiser lorsque la loi sur le droit des patients du 4 mars 2002 a reconnu le soulagement de la douleur comme un droit fondamental. Comme vous le savez, la fibromyalgie est reconnue au niveau mondial par l'OMS, cette reconnaissance ayant été suivie par l'adoption d'une déclaration européenne, à laquelle nous avons activement participé puisque auditionnés à Bruxelles pour représenter 14 millions de fibromyalgiques. Au niveau national, en 2007, un rapport d'experts de l'Académie nationale de médecine a présenté des recommandations qui, il faut bien le constater, n'ont pas été suivies spontanément. Plus tard, en 2010, nous avons été relecteurs du rapport d'experts de la HAS sur la fibromyalgie de l'adulte, excusez-moi, et avons pu largement faire part de nos remarques à l'équipe de cette agence indépendante. Il est à noter que nous avions demandé à ce que la partie concernant la fibromyalgie de l'enfant soit retirée du rapport. Nous avons souhaité, en effet, le paragraphe qui était consacré était succinct, réducteur, enfermant. Nous avons souhaité alors à ce que la fibromyalgie de l'enfant fasse l'objet d'une future expertise collective de l'INSERM, ce qui est donc le cas. D'ailleurs, le rapport de la HAS a marqué un tournant indéniable dans l'approche que nous pouvions avoir avec le corps médical et les institutions, alors que dans le même temps, la fibromyalgie est une maladie non rare, relevée du plan douleur et du plan qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques. Notons, et cela est important, que si actuellement le diagnostic est posé de plus en plus précocement, par contre, il n'implique pas malheureusement de fait une prise en charge précoce adaptée. D'ailleurs, si par chance cette dernière a lieu rapidement, une autre difficulté peut surgir par un éventuel échec thérapeutique rencontré souvent par les malades, ce qui est déroutant car finalement, c'est bien la fibromyalgie qui résiste au traitement. On se trouve alors dans une configuration complexe. Le corps médical qui dispose d'une pharmacopée traditionnelle de prise en charge de la douleur, des patients qui l'ont dit qu'il n'y a pas de médicaments ayant leur AMM, des patients qui résistent aux traitements usuels proposés par des professionnels de santé impuissants à les aider. On tourne en rond et la frustration réciproque grandit. En outre, on doit mettre l'accent sur le fait que les soins de proximité sont à privilégier en raison de la perte directe du bénéfice du soin dès lors qu'il y a déplacement. Autrement dit, il y a les chanceux qui peuvent disposer dans leur environnement de soins et de soutien, qu'il soit médical ou social, et d'autres moins chanceux qui vont abandonner les soins et s'isoler. De plus, le malade fibromyalgique manque cruellement d'informations sur la connaissance de ses droits, en particulier concernant le handicap, le statut de travailleur handicapé, l'invalidité, entre autres droits. Ainsi, il doit atteindre un état de sédentarité important pour les faire valoir et ceci est injuste. Ceci nous interpelle de façon générale sur la méconnaissance des malades au sujet de leurs droits et des aides qui peuvent leur être proposées. La méconnaissance de l'impact de la fibromyalgie sur sa vie familiale, sociale et professionnelle et les conséquences en termes de perte d'autonomie et de qualité de vie fondent aussi ce regard négatif sur cet handicap dit invisible. Il est alors aisé de s'imaginer les difficultés des malades pour se maintenir dans l'emploi. Il n'est pas étonnant que d'après notre enquête, 60% des répondants craignent de perdre leur emploi dans les 2 ans en raison de leur état de santé. S'ajoute une difficulté supplémentaire. Il y a encore et encore trop de médecins qui ne sont pas persuadés de l'existence de ce syndrome pourtant bien réel. Ce sont les fibrosceptiques. Moins nombreux, cependant, depuis la publication du rapport de la HAS, mais dont les propos sont pourtant dévastateurs et peuvent avoir des conséquences dramatiques. Malgré différents rapports d'experts, ils n'y croient pas et disent « Vous avez une fibromyalgie, moi je n'y crois pas, débrouillez-vous avec ». Ces professionnels du médical ou du social existeront toujours, même lorsque l'on aura trouvé le marqueur et lorsque l'on aura pu évaluer sur des dizaines de milliers de malades la sévérité de la fibromyalgie. Ceci manque d'empathie et de compassion, vertu par laquelle un individu est porté à percevoir ou ressentir la souffrance d'autrui et normalement poussé à y remédier. Ils ajoutent de la souffrance morale à la douleur physique. Ainsi, depuis 1998, de nombreuses associations devenues expertes de leur maladie, que ce soit au niveau national, régional ou départemental,
ont largement contribué à des niveaux différents à améliorer la connaissance par les malades fibromyalgiques de leur pathologie. La prise en charge de la fibromyalgie devrait être inscrite dans le cadre d'un parcours de soins, voire un parcours de vie, être coordonnée au sein d'une équipe de soins de proximité. Elle serait alors non seulement la garantie d'une santé améliorée, mais également permettrait la préservation de la qualité de vie et d'autonomie de ces malades chroniques. L'inscription de la douleur dans la récente loi de santé promulguée en janvier 2016 devrait représenter un espoir en ce sens. De plus, pour aider le malade à conserver une certaine dynamique, il est primordial de veiller à leur donner des informations justes, de leur apporter de l'espoir fondé sur une réalité et ne pas les entraîner dans un scepticisme néfaste. Mais vous savez très bien, mesdames et messieurs les députés, que seul un travail de fond et de longue haleine, moins valorisant en apparence, peut fonder les racines d'un changement progressif pour toutes et pour tous. C'est dans cette démarche que nous nous inscrivons. Et à titre personnel, j'ajouterai qu'après 15 ans de combat, convaincu de la réalité et de la sévérité de nos troubles, je me permets de dire qu'un jour, on nous demandera pardon. Merci. Merci, madame. Monsieur le rapporteur, pour quelques questions. Pardon, Avant son j'ai départ. coupé le sifflet. Merci, Madame la Présidente. Oui, votre association, c'est combien d'adhérents? On en a 870, je dis on en perd tous les ans parce que c'est un problème général, les associations, les gens maintenant allant sur Internet et adhérant à des structures à 0 centime. Votre association est financée parce que, est-ce que vous recevez des subventions? J'ai compris que c'est agréé par le ministère de la Santé. Est-ce que vous recevez des subventions du département, de la région, ou tout simplement parfois des maisons de cure ou autres? Moi, je suis désolée. Nous n'avons aucune subvention. Nous vivons uniquement de nos dons et des adhésions des adhérents. Il n'est pas si aisé d'avoir une subvention de l'État. Nous n'avons pas de subvention des laboratoires qui, par définition, ne financent pas des associations qui n'ont pas d'AMM. Nous en avons eu exceptionnellement en 2015 1 000 € parce que nous avons élargi nos actions à la douleur chronique en général. Mais pour fibromyalgie, nous n'obtenons rien. Nous n'avons que subvention. Un laboratoire. Mais sinon, non. Et les laboratoires, je dois ajouter quand même, lorsqu'ils proposent des formations, doivent déclarer une somme forfaitaire à la Haute Autorité de Santé. C'est 60 € par personne ayant participé. Ce n'est pas de l'argent que l'on reçoit, c'est déclaré tout simplement à la HAS. Partir après, mais j'ai trouvé que vous étiez un peu dur avec nous dans la presse, madame, concernant la création de la commission fibromyalgique. Vous avez eu des déclarations, si c'est celle que vous avez faite, qui a été reprise en tous les cas par les journalistes. J'ai même vu une déclaration qui dit c'est trop tôt ou trop tard. Enfin, je n'ai pas bien compris ce que ça voulait dire. Vous pouvez m'expliquer un peu ce qui vous oppose? Parce qu'en fait, dans l'affaire de la commission d'enquête, c'est pas une première, hein. Pour plein de maladies, il y a eu ce type de commission d'enquête. L'objectif pour nous, c'est de se faire un petit peu le porte-parole des citoyens que nous rencontrons, qui nous disent il faudrait quand même qu'un jour, le ministère de la Santé se penche sur cette question, qu'il y ait de la recherche, qu'on ait un statut, etc. etc. C'est ça l'audition que l'on fait pendant 6 mois pour essayer de faire des propositions après en direction du ministère de la Santé, quoi. Alors tout d'abord, on n'a jamais dit qu'on était contre. On a dit qu'on ne comprenait pas pourquoi maintenant. Si la presse nous a contactés, c'est pas parce que nous les avons nous contactés. Pardon? Ah oui, non, mais c'est une bonne idée. Non, en fait, on a été contrariés. Voilà, contrariés qu'il y ait une commission d'enquête avant le rapport de la HAS que l'on a tant souhaité et qui est enfin en cours. Et pour nous, comme ça fait déjà une décennie et demie que l'on attend, pour nous, 18 mois, c'était pas trop long. On savait qu'il y aurait un rapport d'experts scientifiques et que nous aurions des recommandations pour la première fois, hormis de l'Académie de médecine. Donc nous étions contrariés. Et pour vous joindre rapidement, un mail au député, un mail lambda, ne pouvait pas vous toucher. Donc on a fait cette lettre ouverte.
C'était surtout pour vous toucher, pour qu'elle arrive parmi les centaines que vous devez recevoir. Mais on ne l'a pas envoyée à la presse, on l'a envoyée à l'AFP, avec qui j'ai discuté, qui m'a dit je serai là, voilà, bon. Mais c'est les médias le lendemain qui m'ont contacté en disant on voudrait vous interviewer par rapport à la commission, parce qu'ils nous connaissent bien. Donc ils ont été très surpris quand j'ai dit mais nous on est un peu surpris d'une commission maintenant. Mais l'objectif était vraiment pas d'être contre, c'était de comprendre et de discuter parce que les termes de la résolution nous paraissaient surtout assez éloignés finalement des revendications que nous pourrions avoir. Mais oui, comme son nom l'indique, nous enquêtons. Donc, justement, c'est ouvert. On auditionnera, on a commencé, on auditionnera jusqu'au mois de septembre voilà, des acteurs différents qui ont à voir avec la fibromyalgie. Et justement, nous n'avons pas une idée toute faite. Enfin, personnellement, la fibromyalgie, c'est quelque chose dont j'ai entendu parler depuis que je suis députée, donc ça fait pas très longtemps. Et il a fallu que ça soit une association qui vienne me chercher pour m'en parler et pour me sensibiliser. Et je crois que beaucoup de mes collègues sont dans ce cas-là, puisque dans nos permanences, nous recevons des personnes atteintes de fibromyalgie, avec aussi des personnes qui peuvent avoir d'autres problématiques. Donc c'est vrai. Enfin, moi, j'ai pas suivi trop la polémique là dont parlait le rapporteur. J'ai pas vu la lettre ouverte. Je crois qu'aujourd'hui, voilà, nous sommes ouverts à la discussion. Nous avons bien entendu depuis le début des auditions que c'était extrêmement compliqué, que ça durait depuis beaucoup trop longtemps. Et je ne vois pas ce qui vous effraie dans, je dirais, la collusion de la commission d'enquête et du rapport. Ce n'est pas du tout les mêmes personnes qui travaillent autour de la fibromyalgie, parce que de toute façon, l'intérêt, je pense, pour vous, si les parlementaires s'emparent de ce sujet, c'est que ça peut se transformer après en proposition, et notamment au moment du budget de la sécurité sociale. C'est aussi pour ça qu'on arrêtera nos travaux au mois de septembre, si nous devons faire des projets au budget de la sécurité sociale, qui, lui, viendra en octobre-novembre. Et si parallèlement, il y a le rapport qui est rendu, ça peut justement être intéressant, parce que s'il n'y a que le rapport et ça ne se transforme pas après en acte, c'est pas trop d'intérêt pour vous non plus. Je vous laisse répondre, puis je passerai la parole à Madame Le Houerou après. Oui, c'est bref. Puisqu'on parle de pardon, dans mon intervention première, j'ai bien dit, finalement, in fine, ça va permettre un état des lieux de la situation actuelle. Donc, on a eu le temps de réfléchir aussi, on a écouté les interventions. C'était vraiment pas un coup de réaction comme ça. C'est peut-être par méconnaissance aussi de tout ce qui se fait malgré tout depuis 15 ans, des avancées qu'il y a eu. Et voilà, c'est un petit peu le discours en se disant, mais alors, tout ça n'est pas connu. Il y a tellement de choses qui ont avancé et en même temps, pareil, comme vous le dites, ça n'a pas l'air d'arriver. L'information a l'impression qu'elle n'arrive pas nulle part. J'avais Monsieur Decolle avant, excuse-moi, Annie. Allez-y, Monsieur Decolle et Madame Le Houerou après. Oui, Madame la Présidente. Merci. Madame la Présidente, Madame Robert, avec votre association, vous menez une action dans la durée. Je pense qu'on peut comprendre la réaction du rapporteur, parce que depuis 15 ans, des parlementaires sont tout de même enquéris d'essayer de trouver une réponse à vos questionnements. Alors, on ne peut pas dire que rien n'a été fait, on ne peut pas dire non plus que rien n'a bougé, puisque vous le savez, on a fait les petits pas. Aujourd'hui, naturellement, la question est posée différemment, avec force, par cette commission d'enquête, et je me réjouis qu'elle ait été sollicitée. Vous avez déjà remué ciel et terre, je pense, je le sais. Quel que soit le gouvernement, ça n'a pas avancé plus
avec l'un qu'avec l'autre. En tout cas, il semblerait qu'il y ait dans notre pays une vision distinctive de ce qu'on peut penser de la fibromyalgie dans le monde. À quoi attribuez-vous cette vision distinctive? Est-ce une question de formation des médecins? Est-ce que c'est parce que dans l'esprit français, on est peut-être un peu trop cartésien et on ne veut pas aller plus loin dans la réflexion? Je me souviens, moi qui étais plutôt sceptique, fibrosceptique, vous le savez, dans un premier temps, j'avais été remué par le témoignage de Bernard Thévenet, qui était venu avec son préparateur, je crois, et qui témoignait, si besoin était, qu'il y avait tout de même quelque chose lorsque dans un pays 2 millions de personnes ont les mêmes symptômes, on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien. Donc, à quoi attribuez-vous cette stagnation, en quelque sorte, de réactivité? Est-ce une question de formation des médecins, de génération de médecins? Est-ce qu'il y a nécessité de mettre en place une forme de formation continue pour les médecins, pour qu'ils puissent prendre connaissance de l'évolution, de la connaissance de ce que je considère moi comme une maladie? Et naturellement, dans les avancées qu'il y a pu y avoir, c'est des reconnaissances peut-être un peu plus harmonieuses de différentes caisses départementales, mais c'est certes encore tout à fait insuffisant. Mais à quoi attribuez-vous cette, comment dirais-je, cette forme d'autisme par rapport à la maladie qu'est la fibromyalgie? Comme je le disais, il y a un déni sociétal, médical et pas politique dans le sens où vous l'entendez, de façon générale. C'est-à-dire les fibromyalgiques, on l'a ressenti dès le début, on a l'impression qu'on n'a pas le droit d'exister. Quand quelqu'un a des troubles psychiques, des TOC ou je ne sais quelle autre perturbation, maladie, d'abord on l'envoie chez un psychiatre et on s'occupe de lui. On ne lui dit pas vous avez des TOC, débrouillez-vous avec. Nous, on est classifié en rhumatologie, mais on nous dit que c'est dans la tête. Et même si on reste en rhumatologie, les médecins ont des grandes difficultés à venir à bout de nos douleurs et de nos troubles associés. Donc en fait, en plus, on est 90% de femmes. Il y a cette espèce d'omerta sociétale que nous ne nous expliquons absolument pas. D'ailleurs, lorsque l'on avait écrit le livre avec le professeur Perrault, La fibromyalgie, une si longue route, le médecin qui a écrit, qui est historien de la santé, il nous a dit, j'écris beaucoup sur les maladies, je n'ai jamais rencontré une seule maladie qui entraîne un tel rejet du patient, une telle ignorance de ses troubles, une telle volonté de ne pas les entendre. Moi, j'en veux pour exemple, on a beaucoup d'articles dans la presse sur la fibromyalgie, mais on a pléthore d'articles, beaucoup plus que les autres pathologies. Et malgré tout, les gens le disent, on n'en parle pas. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a comme un déni sociétal parce qu'on a l'impression que ça ne peut pas exister. Quelqu'un qui a mal partout, tout le temps, qui se traîne, qui s'enferme, qui n'a plus d'énergie, qui peut plus s'occuper de ses enfants, tout ça a l'air d'être un prétexte pour ne rien faire, ce qui est absolument faux. Cette maladie est extrêmement invalidante, sauf que nous n'arrivons pas à la rendre objectivement invalidante. Nous n'arrivons pas à objectiver nos troubles. La douleur, ça veut dire quoi? Moi aussi, j'ai mal, nous disent les gens. Donc, je crois qu'on est dans de l'inimaginable, qu'une personne puisse vivre comme ça, avec des douleurs continues, une fatigue chronique importante, un sommeil non réparateur, avec l'incapacité parfois au bout d'une demi-heure de tenir debout, d'aller au travail et au bout d'une heure d'avoir qu'une envie, c'est de se coucher, d'arriver au travail, d'être déjà fatigué. Et de plus savoir si on est lundi ou mardi, alors qu'on vient d'écrire un texte extraordinairement compétent, mais on ne sait plus d'un seul coup si on est lundi ou mardi, qu'est-ce qu'il faut mettre comme date sur ce texte. Ce sont des troubles cognitifs très importants et qui s'aggravent avec le médicament. Et voilà, donc comment expliquer qu'on a mal? On va chez le médecin, on dit j'ai mal là, et le lendemain, on y retourne en disant maintenant j'ai mal là. Et puis finalement, docteur, je ne dors pas parce que j'ai très mal au ventre. Et donc, il est aisé de penser que l'on a un problème d'ordre psychique. Mais même si c'était le cas, imaginons, d'accord, c'est psychique, ce qui n'est pas la classification. Pourquoi est-ce que l'on ne s'occuperait pas de nous? La question, elle est là.
Pourquoi ce rejet? Et puis, faut pas être trop souriant ou trop se maquiller ou avoir bonne mine, parce que là, on n'est pas crédible. Mais si on est dans ce petit côté misérable et malheureux, eh ben, on est encore moins crédible. Donc, on ne fait jamais ce qu'il faut. Passer la parole à Madame Le Houerou. J'ai pas compris précisément quelles sont les revendications de votre association. Est-ce qu'il y a des revendications précises par rapport à la reconnaissance de cette maladie, par rapport à la formation des médecins, par rapport aux expériences que vos adhérents peuvent vous donner et témoigner et conduire à des prises en charge d'un type médical, est-ce que l'ostéopathie soulage? Est-ce que l'acupuncture soulage? Est-ce que les cures thermales peuvent être une réponse? Est-ce que les caisses de sécurité sociale ont un traitement homogène sur l'ensemble du territoire? Je n'ai pas perçu précisément quelles étaient les demandes en fait exprimées par votre association. Est-ce que vous pouvez être plus précise? Merci. En fait, les demandes, nous les avions exprimées en 2001 dans un rapport à M. Bernard Kouchner, alors ministre de la Santé. C'était des demandes légitimes à l'époque parce que nous n'étions absolument pas considérés, voire maltraités. Et entre-temps, on a appris en tant qu'association qu'il fallait laisser le temps au temps en construisant des partenariats avec le corps médical essentiellement. C'est-à-dire que avec le temps aussi, on est arrivé à s'introduire, c'était volontaire de la part des médecins, mais on est arrivé à aller en formation des médecins à la faculté. Moi, je suis intervenue 2 fois, 2 années de suite, en 6e année des futurs médecins. J'interviens maintenant régulièrement dans le diplôme universitaire douleur et douleur aiguë auprès des médecins dans leur cadre de leur formation continue. Il n'y a pas que des médecins, il y a des pharmaciens, il y a des professionnels de santé. Donc le fait déjà de pouvoir participer aux formations est important parce que si l'on touche dans une formation continue 45 médecins, on sait que la parole va être portée. Nous intervenons maintenant aussi dans des congrès, nous travaillons des enquêtes régulièrement avec les professionnels de santé, dont la SFETD, Société française d'études et traitements de la douleur. Donc en fait, mais c'est très parcellaire ce que je dis là. En fait, c'est un travail de fourmi qu'il a fallu construire. Et après le rapport de la HAS, on a pu dire, attendez, on existe, on a des idées, on voudrait les partager, on voudrait monter des projets pilotes. On a par exemple là un projet pilote qui va s'ouvrir en 2018. Ça fait partie de ce que vous aviez vu, Monsieur De Croo, lors de la conférence, toutes les personnes qui ont proposé, présenté des prises en charge non médicamenteuses, dont des ateliers autogérés par les malades. C'était il y a 4 ans, 5 ans, 2010. Et enfin, concrètement, il y a un hôpital qui est en train de se construire qui va être dédié à la prise en charge de la douleur chronique à l'aide de programmes d'éducation thérapeutique du patient. Et, excusez-moi, je voulais juste ajouter, parce que c'est pour ça que j'avais si bien préparé les réponses aux questions, j'ai des troubles cognitifs dus à une autre maladie. Donc j'ai perdu le fil. Je peux vous redemander, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi. Oui, la question. Faire une petite pause. Oui. Je peux le dire? Je dis, j'ai eu un AVC qui vient s'ajouter à la fibromyalgie. Et depuis l'AVC, je travaille beaucoup en lecture parce que en même temps que je me concentre sur ce que vous m'avez posé comme question, c'est la fibromyalgie aussi, je dois me concentrer sur ce que je pense pouvoir répondre. Et au moment où je commence ma phrase, la fin est déjà partie. Donc c'est pour ça que j'avais bien travaillé toutes les nombreuses questions que vous m'aviez données, qui répondent à tout ça en même temps. On prendra bien évidemment. C'est vrai qu'on travaille comme ça, mais c'est intéressant aussi d'intervenir en fonction de ce qu'on peut entendre. Mais vous nous donnerez vos réponses. On a une question de Monsieur Lurton. Alors une question.
Oui, oui, merci Madame la Présidente. Ne vous inquiétez pas, parce que nous aussi, ça nous arrive parfois de perdre le fil de nos interventions et de ne pas retrouver à la fin par quoi on a commencé. Mais j'avais une question à vous reposer un petit peu. Mon collègue Jean-Pierre Decool, tout à l'heure, vous disait, quels que soient les gouvernements, les choses n'ont pas avancé. Je vous ai entendu dire, je ne dirais pas comme ça, j'aurais voulu savoir qu'est-ce qui, dans ce dossier, dans cette maladie, a avancé depuis, mettons, dans cette dernière décennie, par exemple. Alors, je vais reprendre depuis 2001. Lorsque nous avons créé l'association, nous pensions naïvement que tout le monde savait ce qu'était la fibromyalgie, donc nous avons écrit à toutes les institutions. Mais quand je dis toutes, c'est toutes. Nous avons été reçus à la présidence du Sénat, au ministère de la Santé, à la CNAMTS, à l'INVS, partout. Nous n'avions que 3 mois d'existence. C'était une vraie surprise. J'ai mis quelques mois à comprendre qu'en fait, on était reçus parce que eux ne savaient rien sur la fibromyalgie. Donc, on venait finalement apporter une certaine connaissance déjà. Plus tard, ce fut plus compliqué. En 2003, nous avons été reçus chez M. Bernard Kouchner et on nous a demandé de faire un rapport, ce que nous avons fait, mais il n'y avait pas de suivi après, pas suivi. Donc ça a duré longtemps. On a été reçus au total 18 fois dans les ministères chaque année. Pourquoi actuellement ça a changé? Ce n'est pas parce que c'est ce gouvernement-là. Tout simplement, on est tombé sur les bonnes personnes. Je crois qu'il faut savoir ouvrir les portes, mais ce n'est pas du tout facile dans un ministère de savoir quelles portes on doit ouvrir. Donc, nous avons les interlocuteurs qui entendent, qui comprennent, qui ont donc validé cette demande d'expertise collective. Et voilà, donc moi, je suis bien incapable de dire c'était mieux à gauche qu'à droite. Moi, je ne vois pas ça comme ça du tout. On a des malades qui souffrent, qui ont un besoin, et on doit forcer les portes de ceux qui sont là. Et en ce moment, ça se passe comme ça, tout simplement parce qu'on est dans le service adéquat. Ça peut paraître succinct, mais c'est tout à fait comme ça. Donc, quand vous êtes reçu au ministère, et les personnes, vos interlocuteurs, ce sont des fonctionnaires du ministère qui valident vos demandes. C'est ce que vous vouliez nous exprimer. Mais justement, dans ces demandes, le rapport, c'est une chose, mais j'imagine qu'il y a eu aussi d'autres, vous avez évoqué d'autres problématiques. Et une des problématiques qui nous inquiète dans cette commission, qui revient pratiquement à chaque audition, c'est une certaine injustice territoriale, puisque on nous rapporte que selon le département ici ou là, les caisses primaires et les MDPH ne traitent pas de la même façon les demandes qui sont faites par les malades. Avez-vous une vision d'ensemble de cette problématique par rapport à votre association qui, j'imagine, connaît d'autres, vous connaissez d'autres associations aussi sur le territoire? Alors, la question qui était posée, c'était la prise en charge. Donc, je me suis permis de demander si on doit comprendre que la question concerne la prise en charge médicamenteuse, handicap et invalidité. Mais je crois que votre question, elle concerne les trois. Alors, je vais lire. Considérant la prise en charge des traitements par la sécurité sociale, la règle est la même pour tous les assurés en France. Ainsi, un fibromyalgique ne devrait pas se voir refuser des soins de kinésithérapie, cure thermale, rééducation fonctionnelle à l'effort, etc. Toutefois, comme pour tous les autres malades en France, ces soins ne sont cependant pas automatiquement pris en charge à 100% dès lors que le malade ne relève pas d'une ALD. Sont exclus, comme pour d'autres pathologies, les soins non médicamenteux non remboursés qui, depuis peu, peuvent néanmoins faire l'objet d'une prise en charge forfaitaire par certaines mutuelles selon des critères qui leur sont propres, sachant toutefois que tous les soins non médicamenteux ne sont pas concernés. À ce propos, nous ne disposons pas, en un temps de préparation si restreint, de précision quant à la prise en charge par les assurances complémentaires de la fibromyalgie. Nous savons toutefois que les forfaits proposés sont de courte durée pour une maladie chronique rebelle nécessitant des soins prolongés. En vue de cette audition, nous avons réalisé un sondage rapide sur les 15 derniers jours et nous avons eu 70 réponses. Les refus rapportés portaient essentiellement sur des soins non médicamenteux tels hypnose, yoga, sophrologie, phytothérapie, naturopathie, qui sont des soins non pris en charge par la sécurité sociale. 2 autres points donc concernant le handicap et l'invalidité.
Au sujet de la réalité territoriale concernant ces deux points, nous ne disposons pas de statistiques suffisamment élaborées et fiables pour répondre avec justesse à la question de l'égalité des chances d'une région à l'autre pour les fibromyalgiques. D'ailleurs, une telle étude existe-t-elle vraiment? Car pour être validée, il faudrait probablement recueillir la réponse d'un même nombre de malades par département et s'assurer de la validité du diagnostic. Une étude de grande envergure devrait alors trouver place respectant les règles imparables et non contestables. Ainsi peut-on peut-être imaginer que le futur rapport de l'INSERM apportera des réponses fiables à cette question récurrente. Mais je vais revenir sur la promesse qui avait été faite d'obtenir des outils auprès de la CNSA. Concernant la reconnaissance du handicap, nous devons rappeler que le directeur général de la CNSA avait saisi avant 2009 par le ministère de la Santé pour établir un guide destiné au MDPH, pour établir une approche homogène de la prise en charge des formes les plus invalidantes sur l'ensemble du territoire. Nous avions eu vraiment beaucoup d'espoir que ce guide soit publié. Or, il n'a pas été produit au motif que je cite « La situation de handicap ne conduit pas systématiquement à une compensation et s'examine sur les conséquences des altérations de fonction d'une personne donnée dans un environnement donné, ce qui varie d'un patient à un autre avec une même maladie. » Donc je dirais, dixit, ce guide de procédure que nous attendions depuis des années. Une note d'espoir avait vu cependant jour en 2013. Ça va répondre à votre question, madame. Il fut fait appel en effet à notre expertise par une équipe de chercheurs INSERM mandatée par les CNSA pour travailler à un outil d'information sur le handicap. Les points de vue auraient dû être collectés ensuite auprès des médecins experts et professionnels du handicap. Ce travail aurait permis d'évaluer les situations rencontrées par les fibromyalgiques en termes de handicap sous forme d'une liste de difficultés avec le degré de sévérité et fréquence. Cet outil était destiné aussi aux médecins experts. Or, il n'est plus actuel, soit il est suspendu, soit il est arrêté, nous ne savons pas, et nous le regrettons. Cet outil, nous y avons travaillé, c'est un bon outil pour évaluer le handicap des fibromyalgiques. L'urgente réalisation d'un tel outil de sévérité ou d'un référentiel destiné aux médecins experts et dont ils ne disposent pas est une attente légitime de la part des malades fibromyalgiques les plus atteintes. Il est une évidence qu'il serait utile de finaliser ce travail, commencé en 2013, d'autant qu'il permettrait aux malades de faire reconnaître leur handicap pour obtenir le statut de travailleur handicapé et bénéficier d'aménagements de poste pour se maintenir dans l'emploi. À ce que je peux répondre, j'ai beaucoup plus développé, mais... Merci. Je vais passer la parole à Monsieur Viala et je vais vous demander de m'excuser, je dois partir. Donc Madame Le Houerou, qui est vice-présidente de la commission, va venir prendre ma place pour vous, pour présider. Merci Madame la Présidente. Madame, je voudrais vous interroger sur un point. Vous avez indiqué tout à l'heure que vous aviez appris, chemin faisant, depuis la création de votre association en 2001, la patience. Mais je voudrais que vous nous disiez quelles sont les attentes que vous placez sur les travaux de cette commission d'enquête. En clair, quels éléments concrets vous attendez à l'issue de cette période au cours de laquelle nous travaillons sur le sujet qui vous préoccupe? Ce n'est pas une question facile. Alors, vous avez vu que dans les courriers que j'ai faits, c'est un mot qui revient chez moi souvent, c'est le terme justesse. Être juste et parler juste. Il y a beaucoup d'informations qui arrivent aux fibromyalgiques qui ne sont pas la réalité. C'est tellement important devant des malades qui vont si mal, qui sont déjà négatifs parce qu'on les rejette. Il est tellement difficile de se rendre compte qu'on leur donne des informations qui ne sont pas adaptées. Ils ont souvent... Je vais prendre l'exemple du 100% parce qu'il est crucial, l'exemple du 100%. J'avais même préparé quelque chose en disant, s'il vous plaît, dites-leur que ce n'est pas comme ça. Excusez-moi. Hop, question 8. Concernant la LD 31, c'est récurrent. Quand on a les malades au téléphone, c'est la première chose, je veux le 100%. Et quand je leur dis, mais êtes-vous coûteux? C'est quoi être coûteux? Je dis, c'est faire l'avance de vos traitements
mais plus que 20 € par mois. Ah ben non, je ne fais pas une telle avance. Dans ces cas-là, on ne peut pas obtenir le 100%, puisqu'on n'est pas coûteux. Et on a fait aussi une enquête là, dans les 15 derniers jours. En fait, beaucoup ont répondu qu'ils pensent que le 100% permet de rembourser tous les soins, c'est-à-dire les kinés, les cures thermales, mais ils pensent aussi que ça va rembourser les soins de sophrologie, de massage, en fait tous les soins non médicamenteux, que ça va rembourser également les soins complémentaires qui sont proposés dans les cures thermales, que le dépassement d'honoraires va être remboursé. Donc il faut leur dire que non. Avoir le 100% ne veut pas dire que l'on ne paiera plus rien du tout. Et je pense vraiment qu'ils s'épuisent vraiment à être obnubilés par l'obtention de ce 100% parce que ça permettrait en plus d'apporter une existence à la maladie. Je ne sais pas si je suis claire là. Ce sentiment que par le 100%, on va me reconnaître malade. C'est dur ce que je vais dire, ils vont peut-être mal le vivre, mais ça va apporter la reconnaissance qu'ils sont malades et qu'ils ont besoin de soins. Mais ça ne va pas dire que la personne est handicapée ou invalide. Et c'est un vrai problème d'information, un vrai grand problème. Parce que si les malades se disent « si j'ai pas le 100%, c'est terminé, j'ai plus le droit à rien », c'est dramatique. Donc je crois qu'il faut leur dire la vérité. Et c'est vrai aussi avec les médicaments. Les médecins, parce qu'ils sont pressés, oublient toujours de dire que quand on donne un antidépresseur à toute petite dose pour la fibromyalgie, je dis bien à petite dose, c'est parce que ça agit sur la douleur. Comme ça n'est pas expliqué, les gens se disent on me donne un antidépresseur, on me prend pour une folle. Donc on est vraiment, il y a un besoin de justesse de propos. Donc pour répondre à la question initiale, cette commission d'enquête, on a le droit de faire des erreurs hein, et de demander pardon. Donc cette commission d'enquête, je l'ai dit, elle a in fine, elle va nous permettre de faire le point, comme là je viens de le faire. Ça c'est important de le dire. Elle fait le point, elle va permettre de faire un état des lieux et ça permet aussi de dire ce qu'il en est réellement, la réalité actuelle de la prise en charge de la fibromyalgie et la considération des malades. Voilà. Merci, Monsieur Lurton. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à comprendre dans votre réponse. Vous nous avez dit que les personnes demandaient à être prises en charge à 100% et que vous leur posiez la question, je reprends vos termes, êtes-vous coûteux, c'est-à-dire avez-vous des dépenses supérieures à 20 € pour l'achat de vos médicaments, si j'ai bien compris ce que vous avez dit. Pour moi, les 100%, ils sont liés à un état pathologique du malade, ils ne sont pas liés au coût du médicament dont il a besoin. C'est pour ça que je ne comprends pas votre réponse. Depuis 2009, il y a une nouvelle circulaire. Et pour avoir le 100%, il faut être coûteux. Il faut d'abord avoir une pathologie grave évolutive et ensuite être coûteux d'après des critères qui sont sévères. Et il y a un package donc avec 5 soins que l'on doit avoir régulièrement. Le fibromyalgique rentre rarement dans ce cas-là parce qu'un fibromyalgique, s'il fait des soins de kiné qui ne sont pas adaptés, son état va s'aggraver plutôt que s'améliorer, donc il va arrêter les soins. Les médicaments, beaucoup arrêtent parce qu'ils deviennent, on parle de fibrophogue, c'est-à-dire que l'on a l'esprit qui n'est pas du tout clair. Donc en fait, les fibromyalgiques arrêtent leur traitement et n'entrent pas de fait dans cette catégorie. Être coûteux, ça veut dire aller à l'hôpital, faire de la kiné sur de très nombreux mois, prendre des médicaments sur de très nombreux mois. Cette circulaire est extrêmement précise. Moi, je relève de 4 ALD. Je viens d'être convoquée à la sécurité sociale pour vérifier mon état, alors que j'ai 4 ALD et des sévères. Donc, je suis coûteuse. Je suis coûteuse. Je peux vous donner la circulaire après. C'est de 2009. Ouais. Monsieur le Président, monsieur le rapporteur, excusez-moi. Merci, Madame la Présidente. L'errance pour un patient
qu'il doit subir avant qu'on détecte la maladie fibromyalgique. C'est-à-dire que ça dure combien de temps? Je sais pas, par exemple, dans votre cas, vous, ça a duré longtemps ou... Dans mon cas, j'ai commencé à l'adolescence, à 15 ans, à avoir des douleurs après un problème infectieux grave. Mais à l'époque, on ne se plaignait pas. On se plaignait une fois et pas deux. Et j'ai continué à vivre avec ces douleurs. On m'a dispensé de sport au baccalauréat. Donc, on constatait des douleurs sans savoir ce que c'était. J'ai continué ma vie sans plus, en ne comprenant pas pourquoi j'étais fatiguée. Et à 33 ans, quand j'ai eu mon premier enfant, je ne me suis pas relevée. Je souffrais de douleurs telles et de troubles tels que l'on a pensé une sclérose en plaques. Donc j'ai été diagnostiquée pendant 13 ans sclérosée en plaques probable. Et quand je suis rentrée en France, on m'a dit non, c'est pas une sclérose en plaques, c'est une fibromyalgie. Non, pas tout de suite. Je suis restée encore très longtemps en France sans diagnostic. Et un jour, on m'a dit c'est une fibromyalgie, c'est en 98. Mais comme je le disais, avoir un diagnostic n'entraîne pas forcément une prise en charge. Et d'où est née l'association, parce que j'ai un sentiment d'injustice puissant en moi. Je trouvais incroyable d'avoir un diagnostic de sclérose en plaques qui se transforme en une maladie qu'on ne connaît pas, que personne n'a l'air de vouloir traiter et qui en plus avait une connotation aussi négative que le rejet était immédiat. Ça veut dire qu'avec la sclérose en plaques, j'éveillais la compassion et avec la fibromyalgie, j'éveillais une suspicion. Je parle de 98, c'était vraiment très très dur. On était vraiment très maltraités dans les conférences et dans les congrès et partout. Donc ça a motivé absolument le combat, mais ça a pris beaucoup de temps. Le traitement n'a jamais pu être adapté. Les seuls traitements que j'ai pu obtenir adaptés, c'était l'expérience que l'on a faite dans cet hôpital qui va donc créer un nouvel hôpital. C'était avec des soins non médicamenteux parce qu'il faut apprendre finalement à gérer la douleur, la fatigue, le sommeil, le stress. Et ça s'apprend en éducation thérapeutique du patient. Moi, j'ai mis en place des ateliers avec des malades dans un hôpital où on a, en 6 semaines, on a vu une différence. Alors, il ne suffit pas de dire oh, bon, on va les faire danser puis tout va aller bien. Ce n'est pas du tout ça. C'est qu'en faisant des soins de cet ordre, on détourne l'esprit de la douleur. Et puis, on retrouve quelque chose qui est fondamental chez les douloureux. Et ben, c'est une forme de plaisir. Parce que quand on oublie le plaisir, quand on n'en a plus, on n'arrive pas non plus à s'éveiller à la vie autour de soi. Donc ça, ce sont des techniques maintenant qui sont bien connues du corps médical. Donc ça évolue avec les projets d'éducation thérapeutique du patient qui sont encore trop rares, bien trop rares. Pour les malades, non, à peu près? Non, la 4? Alors le diagnostic, il est posé plus tôt, même si parfois nous pouvons regretter qu'il soit même trop rapide. Les statistiques globales sont faussées par le nombre de malades de ma génération qui ont souvent attendu de 20 à 30 ans, voire plus, pour avoir une réponse à leurs troubles. Mais si l'on considère les nouvelles personnes récemment diagnostiquées, conformément aux résultats de nos enquêtes, 50% l'étaient dans les 3 ans, dont la moitié en moins d'1 an. Ceci constitue incontestablement à ce sujet une nette amélioration de la situation eu égard de nos précédentes enquêtes. J'aimerais ajouter à cela que nous avons été auditionnés par le Haut Conseil de santé publique, précisément sur cette question du diagnostic et de la prise en charge précoce dans la fibromyalgie. Nous avons fait un rapport à la HCSP, nous avons été auditionnés et fait 8 propositions parce que c'est un problème récurrent dans les maladies chroniques. Le diagnostic précoce, théoriquement, permet une prise en charge précoce, permet aux malades chroniques de mieux gérer sa maladie et en tout cas d'éviter la chronicité de la maladie chronique. Et voilà, donc il y a un travail qui est en train de se faire à l'HCSP qui devrait être publié en 2017 à partir de l'audition de plusieurs associations de malades chroniques dont on a fait partie. Donc c'était une volonté de l'HCSP de traiter le sujet fibromyalgie par rapport à ce diagnostic précoce. Par ailleurs, on a travaillé
un outil de diagnostic, comment on appelle ça, un outil pour que les médecins généralistes puissent poser le diagnostic plus rapidement. Alors, il faut toutefois noter, c'est important, que avant, c'était les rhumatologues qui posaient essentiellement le diagnostic. Les critères de diagnostic étaient très incomplets, c'était les fameux 18 points. Depuis 1904, depuis 2010, pardon, il y a de nouveaux critères diagnostiques plus étendus que les médecins généralistes maîtrisent mieux. Et maintenant, les médecins généralistes posent aussi le diagnostic à peu près à 40%. Et les rhumatologues toujours à peu près à 53%. Donc, c'est important que ce soit aussi les généralistes qui le posent, mais ce qui ne veut pas dire que le patient va être envoyé vers des soins adaptés. Mais c'est... Enfin, pour nous, depuis 15 ans, on voit quand même que le diagnostic est mieux posé, mais une fois qu'il est posé, il n'y a pas de suite souvent. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et selon vous, donc c'est la question 9, hein, la prise en charge de la douleur est-elle suffisante dans l'organisation des soins et les patients sont-ils orientés vers des centres antidouleurs qui existent quand même? Concernant les centres antidouleurs, la fibromyalgie est bien authentifiée dans le répertoire des pathologies douloureuses prises en charge dans ces centres, conformément aux instructions du ministère de la Santé de 2011. D'ailleurs, en réalité, c'était inscrit dans ces textes depuis 1998. Plus récemment, des programmes d'éducation thérapeutique du patient se mettent en place dans les centres de la douleur, validés par les ARS, mais qui sont encore rares. La liste d'attente est hélas longue, et ces spécialistes, bien que formés spécifiquement à la prise en charge de la douleur chronique résistant au traitement usuel, se trouvent souvent démunis face à la douleur fibromyalgique, proposant avec pour volonté probable de vouloir aider le patient des traitements médicamenteux encore trop souvent voués à l'échec ou aggravant les troubles cognitifs et de la concentration. En raison des délais d'attente, de leur capacité d'accueil et de leurs moyens financiers, ces centres ne peuvent accueillir qu'un faible nombre de malades fibromyalgiques et ne disposent pas pour la plupart d'entre eux de financement pour proposer aux patients des traitements non médicamenteux, pourtant reconnus pour leur efficacité sur la gestion de la douleur. Concernant la possibilité de raccourcir le temps d'attente suivant la sévérité des cas, nous apportons notre expérience de patient au projet de coupe-fil de l'hôpital Cochin et également nous participons actuellement à un groupe d'experts pros pour l'évaluation de la douleur chronique. Mais de plus, et c'est important, de nombreux médecins généralistes, malgré les recommandations professionnelles, ne dirigent pas toujours les malades diagnostiqués fibromyalgiques vers une structure d'évaluation et de prise en charge de la douleur, en raison, il semblerait, d'une méconnaissance certaine de la compétence de ces structures dans la fibromyalgie, ou de l'estimation que le caractère non grave, entre guillemets, de cette pathologie ne lui permet pas d'être éligible dans de telles structures. Nous faisons actuellement une enquête sur le comportement des fibromyalgiques vis-à-vis des médicaments, des centres de la douleur, de l'ETP. Cette enquête sera présentée en congrès en fin d'année en novembre. Donc nous n'avons pas les résultats statistiques, mais cela portera sur à peu près 1000 réponses. Donc on pourra vous transmettre les résultats dès que nous les aurons, parce que nous posons toutes ces questions. Si le malade est envoyé vers les centres de la douleur, s'il ne l'est pas, est-ce parce que le médecin généraliste pense que ce n'est pas sa place, ou est-ce qu'il n'y croit pas, ou est-ce que c'est trop loin de leur domicile? Voilà, mais les statistiques sont en cours, le travail est en cours, je dirais. Et puis, concernant les centres de la douleur et la prise en charge de la douleur, il y a quand même un espoir important, puisque récemment, nous avons été auditionnés ici par Madame Laclais et Monsieur Bapt dans le cadre de la nouvelle loi de modernisation du système de santé, et la douleur a été inscrite dans 3 articles à ce moment-là. Donc, il faut savoir qu'en plus de cette loi, il y a un article 92 qui va permettre de monter des projets, ce sont des projets d'accompagnement. Et dans la douleur chronique, cela est tout à fait envisageable. D'ailleurs, nous commençons à réfléchir à un projet pilote. Voilà, donc cette nouvelle loi sur le droit des patients concerne la prévention de la douleur,
le rôle central du médecin généraliste et la nécessité d'équipes de soins dédiées au soulagement de la douleur. Donc ça revêt pour nous une importance capitale puisqu'on va pouvoir faire, j'espère, appliquer la loi. En tout cas, pour les fibromyalgiques, c'est une vraie source d'espoir. Je crois qu'on a fait le tour des questions que vous souhaitiez poser, monsieur le rapporteur. Est-ce qu'il y a d'autres questions de votre part? Non. Donc, avez-vous d'autres observations ou éléments à nous transmettre? Donc, je vous repasse la parole. Est-ce que je peux lire les conclusions que nous avions proposées, qui sont finalement nos demandes? Alors, en conclusion, reconnaître et prendre en charge rapidement la douleur du fibromyalgique ainsi que la fatigue et les autres troubles associés éviterait le risque important de chronicité, la difficulté de prise en charge médicamenteuse, une errance médicale et de nombreux examens coûteux, une perte d'emploi pour des patients en activité, des conséquences psychosociales inévitables. Ainsi, la réalisation d'un référentiel ou outil de sévérité destiné aux médecins conseils, médecins experts est hautement nécessaire. Reprendre l'outil d'information sur le handicap du fibromyalgique auquel nous avions participé à la demande de la SNSA serait une étude importante. Concernant la formation initiale et continue, consacrer plus d'heures dans les cursus des professions médicales, paramédicales, voire sociales, à la prise en charge de la douleur, donner toute sa place aux spécialités de médecine interne et de spécialistes de la douleur et mener des actions de sensibilisation des médecins conseils et des médecins du travail. Et enfin, concernant la nouvelle loi de santé, donner les moyens aux centres d'études et traitements de la douleur de réaliser leurs objectifs, tant auprès du public adulte que des enfants. Renforcer les missions du médecin généraliste à qui il incombera d'administrer la coordination des soins avec les structures spécialisées, en créant des équipes de professionnels de santé permettant une prise en charge décloisonnée via le partage de données sur le patient, sans oublier d'intégrer les patients et les associations dans la construction de programmes d'ETP spécifiques douleur. Je vous remercie. Je vous remercie, madame. Ce que je peux vous proposer, c'est que vous nous fassiez passer les éléments écrits Voilà, donc ça sera aussi important pour la commission d'avoir l'ensemble de vos propositions. Excusez-moi. J'avais beaucoup développé, donc je vous les donne d'autant. Merci à vous, en tous les cas, de l'intérêt que vous avez porté à nos travaux, parce que je pense que ça permettra aussi de faire avancer ce sujet et prendre en compte vos difficultés et les difficultés des personnes qui souffrent de cette maladie. Merci. Merci à vous.